S'il existe une évidence à propos du Soleil, c'est qu'il est lumineux. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi et comment les scientifiques ont pu en être absolument certains? Bienvenue dans l'art de la science. Vous l'aurez compris, la question ne date pas d'hier, et à travers les siècles, les scientifiques se sont intéressés au Soleil. Mais il faudra attendre le 19e siècle pour avoir des réponses solides à la question. Mais bon, commençons par le commencement, c'est-à-dire Newton au 15e siècle. Newton est le premier physicien à obtenir des données scientifiques sur le Soleil. Ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un prisme pour analyser le spectre solaire. Le prisme est un objet triangulaire et transparent qui permet de séparer les différentes couleurs. Les rayons lumineux de couleurs différentes ont des trajets différents dans le prisme, ce qui permet à Newton d'analyser la lumière solaire. Mais malheureusement pour lui, il ne trouve rien d'extraordinaire. Enfin, il aperçoit en gros un arc-en-ciel. Ça signifie quand même que la lumière blanche n'est rien d'autre que l'addition des autres couleurs. C'est très intéressant, mais pour savoir pourquoi le soleil est lumineux, ça ne nous aide pas beaucoup. Après Newton, les scientifiques continuent d'étudier le spectre solaire avec de plus en plus de précision. Et au 19e siècle, le physicien Fraunhofer fait une découverte assez spectaculaire. Il découvre des lignes sombres dans le spectre solaire. En fait, ce n'était pas tellement une surprise, étant donné que le phénomène existe déjà sur Terre. Lorsqu'on chauffe un matériau ou un gaz assez fort pour qu'il émette de la lumière, et qu'on regarde son spectre, on peut découvrir quelque chose comme ceci. Ces lignes sont appelées les raies d'émission, ce qui prouve que la lumière n'est émise qu'à de longueurs d'onde précises. Petite parenthèse si vous ne savez pas ce que c'est une longueur d'onde. Imaginez une onde comme une suite de bosses et de creux. Eh bien, la longueur d'onde n'est ni plus ni moins que la distance entre deux bosses ou deux creux. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la longueur d'onde du rouge est plus élevée que celle du vert, qui est elle-même plus élevée que celle du bleu. Dans certains cas, on peut également avoir un spectre plus ou moins continu, qui donne ceci. On y reviendra un peu plus tard, mais si on dispose d'une source de lumière avec un spectre continu, on peut par exemple intercaler un gaz entre la source de lumière et le spectroscope, et on peut voir quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle les raies d'absorption. La lumière absorbe certaines longueurs d'onde précises. On ne peut pas être trop hors sujet dans cette vidéo, donc on reparlera plus tard de ces raies et pourquoi elles existent. Mais pour cela, il faudra parler de mécanique quantique, et vous en doutez tous, ça prend beaucoup de temps. Bref, un truc cool que je ne peux quand même pas m'empêcher de vous dire. Si on mesure la position des raies d'absorption d'un gaz, et si dans une autre expérience on chauffe ce même gaz, et qu'on observe ces raies d'émission, elles sont exactement au même endroit. Ce qui prouve que raies d'émission et raies d'absorption sont le revers d'une seule et même médaille. Ok, alors pourquoi on parle de tout ça? Eh ben, chaque élément correspond à ses propres raies. On peut donc faire une carte d'identité des éléments. Il suffit de mesurer le spectre d'un objet pour connaître sa composition. Et vous l'aurez deviné, c'est comme ça qu'on a pu savoir quels éléments se situaient dans le Soleil. On a alors classé et étudié les raies du spectre solaire. En tout, Fraunhofer identifie pas moins de 578 raies. C'est donc un travail de fourmi qui commence pour analyser tout ça. Une des difficultés qui se rajoute, c'est que les rayons passent dans l'atmosphère avant d'arriver jusqu'à nous. On a aussi les raies d'absorption de l'atmosphère qui se rajoutent. Évidemment, il y a moyen de les soustraire. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus, nous pouvons prendre les mesures directement dans l'espace. Et c'est ce qu'on a fait. On a découvert les raies correspondant à certains éléments, comme par exemple l'hydrogène. Mais il y avait une raie qui ne correspondait à rien de connu sur Terre. Une raie jaune à exactement 587,49 nanomètres. Ils ont donc naturellement conclu que cet élément existait sur le Soleil, mais pas sur Terre. Et comme le nom grec du Soleil c'est Hélios, ils ont appelé ce nouvel élément l'hélium. En fait, l'hélium sera découvert quelques années plus tard sur Terre également. Mais rendez-vous compte, on a pu, au 19e siècle, découvrir un élément se trouvant sur le Soleil qui était encore inconnu sur Terre. À l'époque, on pouvait faire aussi quelque chose d'assez impressionnant, mesurer la température du Soleil. Mais pour cela, il faut comprendre deux choses. Qu'est-ce qu'un corps noir? Et pourquoi le Soleil est lui-même un corps noir? Un corps noir est un corps qui absorbe toutes les radiations électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, les infrarouges, les ultraviolets, etc. Tout est absorbé et absolument rien n'est réfléchi. Du coup, il apparaît noir, car il ne reflète pas la lumière. Sauf si on chauffe. Pensez au charbon. Le charbon est bien noir, mais si on le chauffe suffisamment fort, il peut rayonner. Donc, le rayonnement d'un corps noir ne dépend que de cette température. Et le Soleil est à peu de choses près un corps noir, sachant qu'un corps noir parfait n'existe pas. À la fin du 19e siècle, Max Planck propose une formule qui relie le rayonnement d'un corps noir à sa température. Il introduit ainsi une nouvelle constance dans la nature, la constance de Planck. Ce sera d'une certaine façon le point de départ de la mécanique quantique. On peut donc faire un graphique de l'intensité en fonction de la longueur d'onde pour un corps noir parfait.
Et voilà le spectre du Soleil vu depuis le sol. Et vous l'avez vu sur ce schéma, nous sommes gênés par les raies d'absorption. Mais comme dit plus tôt, nous pouvons prendre ces mesures depuis l'espace. Et voici ce que ça donne. En se basant sur ce qu'on voit dans l'espace, on peut découvrir quelque chose qui ressemble au rayonnement d'un corps noir. Plus les raies d'absorption qui nous permettent, comme nous l'avons vu juste avant, de déduire la composition du Soleil. Juste un petit mot avant de continuer, puisqu'on va parler de Kelvin dans le reste de la vidéo. L'échelle de Kelvin est une échelle de température utilisée par les scientifiques. Les scientifiques préfèrent cette échelle parce qu'on ne peut pas descendre en dessous du zéro, étant donné que c'est la température à laquelle les molécules ne bougent plus. Pour passer des Celsius au Kelvin, il faut simplement additionner 273. Par exemple, 0 degré Celsius équivaut à 273 Kelvin. Bon, supposons maintenant que la température à la surface du Soleil est de 4000 Kelvin. Qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, ça colle pas trop. Du coup, essayons avec 5000 Kelvin. Toutes les données que vous voyez là sont disponibles sur internet, et c'est évidemment bien là que nous avons été les chercher. Si 5000 Kelvin ne collait pas trop, regardons sur internet quelle est la température à la surface du Soleil. Et ben on nous annonce 5778 Kelvin. Essayons donc de voir ce que ça donne pour 5778 Kelvin. Et vous le voyez, c'est bon, ça marche. On peut donc déduire la température du Soleil en étudiant son rayonnement. Ok, alors on a pu découvrir la composition et la température du Soleil, que peut-on découvrir d'autre? Il est également très facile de déduire sa masse et son rayon. Mais on en reparlera une prochaine fois. Maintenant, on va se concentrer sur la question de départ. Pourquoi le Soleil est-il lumineux? Parce qu'il est chaud si on en croit le modèle des corps noirs. Alors la question est évidente, pourquoi est-il chaud? Aussi étrange que ça puisse paraître, cette question va provoquer une controverse entre Lord Kelvin et Charles Darwin. Kelvin propose que si le Soleil est si chaud, c'est grâce à l'énergie gravitationnelle. Il imagine qu'au fur et à mesure du temps, le Soleil se contracte et devient de plus en plus petit sous l'effet de la gravité. Cela diminue l'énergie gravitationnelle qui se transforme dès lors en chaleur. Imaginez les différentes particules qui prennent de la vitesse en se rapprochant du centre et qui ensuite entrent en collision les unes avec les autres. Leur vitesse moyenne est dès lors augmentée et du coup la température aussi. Donc il imagine que le Soleil diminue lentement de taille, créant ainsi de la chaleur rayonnée dans l'espace. Mais bien sûr ce n'est pas sans fin. Un jour le Soleil doit arrêter sa contraction et commencer à refroidir. Peut-on grâce à ça déduire l'âge du Soleil? Il s'avère que oui, grâce à la thermodynamique. Kelvin déduit alors que le Soleil n'a pas plus de quelques millions d'années. Cela pose problème à Darwin qui imagine que le Soleil et la Terre datent d'au moins plusieurs centaines de millions d'années. Pour ce faire, il se base sur la géologie et sur le temps nécessaire à la vie pour atteindre le niveau de diversité que l'on connaît actuellement. Fallait-il dès lors rejeter la théorie de l'évolution? La réponse est bien évidemment non, car quelque chose va venir bouleverser notre vision du Soleil, la physique nucléaire. Mais ce sera pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et n'oubliez pas, la science est un art. Ciao tout le monde!